Bonjour à tous, je m'appelle Éric Pornin, je suis responsable de l'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives. Cet institut a pour vocation de former des professionnels ou simplement d'apporter aux gens qui s'intéressent aux thérapies douces des formations sur les médecines douces, les thérapies brèves, les thérapies alternatives, c'est-à-dire l'hypnose, le magnétisme, le massage, l'aromathérapie, la lithothérapie, le yoga. Une vingtaine de formations vous sont proposées sur ce site, donc je vous invite à aller le visiter pour voir un peu la multitude de ce que nous proposons. Aujourd'hui, ce DVD va vous parler de l'hypnose ericksonienne. C'est une formation pratique, concrète, mais évidemment, ça ne reste quand même qu'une formation à distance et rien ne vaut une formation avec des stagiaires, avec d'autres personnes, afin de pouvoir pratiquer réellement votre art dans une situation réelle, ce que je vous invite à aller regarder sur le site de l'IFTA pour voir quelles sont nos dates et quelles sont nos prochaines formations en France. L'hypnose ericksonienne. En fait, qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose la plus couramment utilisée dans le milieu médical, mais aussi par des thérapeutes qui ne sont pas forcément médecins. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui a été inventée, formalisée par Milton Erickson, d'où le nom. En fait, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, l'inverse d'un état ordinaire de conscience. Donc un EMC, l'inverse d'un EOC. Pourquoi un état modifié de conscience ? Eh bien, en fait, c'est un état qui est entre la veille et entre le sommeil. C'est un état de relaxation profonde, intense, qui permet au conscient de se mettre au repos pour laisser l'inconscient capter toutes les informations. L'état modifié de conscience, il s'obtient paradoxalement en accentuant au maximum la conscience de l'individu afin qu'il décroche et se retrouve en EMC, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Pour l'instant, parlons d'hypnose. Dans le temps, l'hypnose est un phénomène qui existe naturellement chez l'homme. En fait, par exemple, si vous conduisez votre voiture, si vous êtes au cinéma ou devant la télévision et que ce que vous faites est répétitif, vous ennuie, eh bien, finalement, vous allez tomber dans un état de transe hypnotique. À un moment donné, vous êtes au volant de la voiture et vous ne vous souvenez même plus que vous êtes en train de conduire, mais la voiture continue toute seule son chemin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pilotage est assuré par le conscient, alors que votre inconscient, lui, réfléchit, pense, travaille et fait autre chose. C'est toute la force de l'inconscient, c'est qu'il est capable de piloter le conscient à sa guise. C'est aussi toute la problématique généralement qu'on rencontre avec nos consultants lors des thérapies en cabinet. L'hypnose existe donc depuis que l'homme existe, donc depuis des milliers d'années. On dit même qu'il y a 4000 ans, 3000 ans, les Égyptiens l'utilisaient, et notamment Ramsès II, pour motiver ses guerriers avant de partir à la guerre. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau, et c'est quelque chose qui a été utilisé vraiment fréquemment et depuis longtemps. Évidemment, avant, il y avait un petit côté sorcellerie, quelque chose de magique, presque comme si l'hypnose faisait appel à des êtres venus d'ailleurs et non pas forcément à l'inconscient de l'individu lui-même. Ceci dit, l'hypnose a parcouru le temps et on peut se rapporter à une date plus récente mais importante qui est 1766, année où Anton Mesmer, ce nom vous rappellera certainement quelque chose, Anton Mesmer a mis au point ce qu'on appelle l'hypnose magnétique. L'idée, c'était de se dire que le phénomène hypnotique est vraiment un phénomène humain et que tout cela est relié au magnétisme global, au magnétisme terrestre. À l'époque, il organisait par exemple dans ses salons de grandes réunions avec toutes les personnalités de l'époque, notamment les femmes qui étaient très friandes de cela, qui se réunissaient dans une salle autour d'un chaudron de cuivre, reliés les uns aux autres par des bâtons de cuivre. Et cela devait normalement avoir pour mission de soigner les maux, de transmettre le magnétisme de l'un à l'autre, bref, d'activer toutes les ressources inconscientes.
à tel point d'ailleurs que certaines femmes s'évanouissaient avant même d'être entrées dans la pièce. Ensuite, les années ont passé. Mesmer a plutôt mal fini car il a été plus ou moins accusé de sorcellerie. Et puis on remonte le temps et on revient dans les années 1960. Là, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est un moment primordial pour l'hypnose, puisque Milton Erickson, qui était psychiatre, a réussi à formaliser l'hypnose et l'a, on va dire, rendue beaucoup plus professionnelle. En fait, cette hypnose, qui est la même que celle qu'utilisait Ramsès II, cette hypnose a été intitulée hypnose ericksonienne et Grinder et Bendler, qui travaillaient avec lui et qui ont créé par la suite la PNL, ont réussi à formaliser tout ce que Milton Erickson avait testé sur différents patients et surtout sur lui-même. Il faut savoir que Milton Erickson est né avec la poliomyélite et donc il était handicapé, il n'arrivait pas à marcher et grâce à la concentration intense sur son inconscient, en essayant de bouger lentement, année après année, il a réussi à remarcher grâce à la force de son inconscient et c'est pour cela qu'il a mis toute sa vie à défendre l'hypnose et l'inconscient. D'où l'hypnose que nous allons aborder aujourd'hui. Depuis, il y a eu de nombreuses autres modifications, appelons ça comme ça, de l'hypnose ericksonienne. Il y a l'hypnose conversationnelle, l'hypnose humaniste, mais ce sont des modifications légères de l'hypnose ericksonienne. Par exemple, l'hypnose conversationnelle, c'est une discussion entre le patient et le thérapeute. L'hypnose humaniste va peut-être aller plus dans la sensation, dans l'humain. En tout cas, ce qui est important pour un thérapeute ou pour quelqu'un qui s'intéresse à l'hypnose, c'est de connaître ce que nous allons voir dans ce DVD, c'est-à-dire les mots, les techniques et les bases de l'hypnose ericksonienne. On va commencer par vraiment vous donner le plan d'une séance d'hypnose ericksonienne, afin que vous puissiez ensuite mettre dans l'ordre tous les mots que je vais vous donner. On commence par le début. Quand vous accueillez quelqu'un, eh bien ça s'appelle l'accueil, tout simplement, et c'est très important. Le cadre dans lequel vous allez pratiquer l'hypnose, la lumière, le son, sont vitaux. Il faut absolument que l'ambiance soit chaleureuse, calme, sympathique, humaine. La personne, quand elle rentre dans votre cabinet ou qu'elle rentre chez vous, doit être accueillie vraiment chaleureusement. Parce que c'est son inconscient qui va faire le travail et l'inconscient est très sensible. Donc, il faut le ménager au maximum. Une fois l'accueil fait, la personne s'assoit et là, vous allez commencer à discuter avec elle. Cette partie s'appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un entretien préalable à la transe hypnotique. Alors là, je fais une parenthèse. Transe est un mot qui fait peur. Ça rappelle un peu les transes vaudou haïtiennes. Mais en fait, c'est vraiment le mot utilisé par Milton Erickson et il faut le garder dans ce sens-là, c'est-à-dire un état modifié de conscience. Donc, l'anamnèse. Eh bien, l'anamnèse, je vous la détaillerai tout à l'heure, comporte plusieurs questions indispensables. Ce ne sont pas vraiment les questions qui sont indispensables, ce sont plutôt les réponses que vous devez obtenir. En posant les questions que je vais vous formaliser, vous aurez automatiquement une réponse qui vous aidera ensuite pour faire votre travail de thérapeute. Mais bien sûr, au-delà de ces 7 questions, vous pouvez en poser 500 si vous le souhaitez. Ensuite, il faut vérifier que la personne est apte à être hypnotisable. Bien sûr, en hypnose ericksonienne, 97% des personnes sont hypnotisables. Ce n'est pas le cas en hypnose rapide ou en hypnose classique, c'est-à-dire l'hypnose de spectacle. Mais pour l'hypnose ericksonienne, comme on ne fait que parler, les mots sont le vecteur de l'hypnose, donc à partir du moment où une personne est capable d'écouter et de lâcher prise, en général, cela fonctionne. Vous faites le test de suggestibilité que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors vous avez 3 possibilités, nous les verrons toutes les 3. Et puis ensuite, votre sujet étant parfaitement apte
à faire de l'hypnose, eh bien vous le faites asseoir ou allongé. Bon, le mieux est d'être confortablement installé car il est difficile de se relâcher, de lâcher prise quand on a par exemple mal au dos, mal au lombaire. Et puis là, vous allez commencer le travail hypnotique. Première phase, c'est ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est la mise en transe. C'est-à-dire, c'est une façon d'augmenter de façon très appuyée la conscience de la personne pour qu'elle lâche prise à un moment donné et que son inconscient puisse s'éveiller. C'est paradoxalement à ce moment-là que la personne commence à, on va dire, s'endormir entre guillemets. On peut aussi mettre un yes set, je vais vous expliquer tout cela tout à l'heure. À la suite de cette induction, vous devez faire une dissociation. La dissociation, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Ça dure environ 2-3 minutes. Puis la confusion, qui est intégrée dans la dissociation, c'est-à-dire embrouiller le conscient pour qu'il lâche prise. Ensuite, on continue avec parfois un fusible, mais cela vous donne l'ordre, puis avec le travail proprement dit, c'est-à-dire l'action d'aider, de réparer peut-être les fêlures de l'inconscient. Ensuite, évidemment, il va falloir faire le retour, revenir la personne, la réassocier avec elle-même, et enfin, pour terminer, un feedback, on va lui demander comment ça s'est passé. La personne revient s'installer devant vous, et là, on fait ce qu'on appelle une prescription de tâches ou une ordalie, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez lui dire ce qu'il doit désormais faire pour améliorer son confort de vie de façon concrète. Question importante, à quoi sert l'hypnose ericksonienne? Eh bien, en fait, je serais tenté de dire à beaucoup de choses. En fait, l'hypnose touche vraiment directement votre inconscient. Toutes les problématiques liées à l'inconscient peuvent être traitées par l'hypnose, c'est-à-dire, en fait, peut-être 70% des problématiques humaines. Ça peut être des addictions, tabac, alcool, nourriture, pas les drogues dures, car ce sont des addictions qui ont un impact physiologique très fort, et ça, nous ne pouvons pas le traiter avec l'hypnose. Par contre, le tabac, l'alcool, la nourriture, c'est plutôt facile de le traiter avec l'hypnose. D'ailleurs, le plus facile, alors évidemment les fumeurs trouveront que j'exagère, mais moi j'en suis certain car je le pratique quotidiennement, c'est quand même l'arrêt du tabac, car c'est vraiment lié à l'inconscient. Il y a aussi dans l'hypnose ericksonienne toute la partie qui traite de l'affectif. C'est-à-dire que vous pouvez aider les personnes qui ont des phobies sociales, qui ont des problèmes de relation avec les gens, de timidité, qui ont du mal à parler en public ou à parler franchement à leur patron. Et puis, il y a toute la partie assez médicale. Par exemple, on peut traiter les acouphènes, on peut traiter les problèmes de peau, les dermatoses, les psoriasis, les zonas. On peut traiter les douleurs de façon à atténuer les douleurs. Par exemple, les dentistes utilisent maintenant de plus en plus l'hypnose ericksonienne et l'hypnose rapide. C'est un mélange des deux qu'on appelle hypnoanalgésie et pour lesquels nous faisons aussi des formations. Donc l'hypnose est un vaste champ de possibilités. En fait, dès qu'une personne a à l'intérieur d'elle quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, à partir du moment où la personne n'est pas cohérente avec elle-même, n'est pas en harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, eh bien, l'hypnose peut aider à soulager cette personne. Donc, l'hypnose sert aussi, évidemment, dans le cas de phobie, phobie des araignées, des serpents, de l'avion, phobie sociale. Voilà. Donc, il y a énormément de possibilités. C'est à la fois une aide qu'on apporte à la personne, mais c'est aussi une solution à leurs problématiques. C'est vraiment très complet. Tout dépend de ce que vous voulez en faire et de ce que la personne qui est en face de vous souhaite faire avec son inconscient. Maintenant, on va parler de l'élément peut-être le plus important dans l'hypnose ericksonienne, mais dans les hypnoses en général, c'est l'inconscient. Votre inconscient
c'est 75% de votre cerveau. C'est en général la partie droite pour les droitiers, partie gauche pour les gauchers. Cette partie est vitale. C'est elle qui gère les fonctions biologiques. C'est elle qui gère les problématiques intérieures, c'est-à-dire en fait à la fois les angoisses, mais aussi les rêves, les projets, mais aussi les découragements, peut-être les croyances limitantes et les croyances aidantes. Donc l'inconscient, c'est vraiment avec lui que vous allez travailler pour aider la personne qui est en face de vous. L'inconscient, moi, je l'appelle le réservoir de ressources. En fait, ce réservoir de ressources, représentez-le comme, imaginons, une piscine. Il se remplit de l'âge de 0 à 12 ans. Je dirais même avant 0, disons moins 6 à 12 ans. Car on a vu des cas de patients qui souffraient d'abandonnisme parce que leur mère, par exemple, avait avorté d'un jumeau. Donc, ce réservoir de ressources se remplit de tous les éléments que va vivre l'enfant. Ça peut être des odeurs, des sons, ça peut être des sensations, du visuel, ce qu'on appelle nous le VACOG, c'est-à-dire les 5 sens. Et donc ce réservoir va se remplir. Évidemment, le réservoir est différent pour chacun d'entre nous. C'est ce qui explique la différence entre des enfants nés dans une même famille. En fait, le réservoir va ensuite conditionner toute la vie du futur adulte. À partir de 12 ans, le réservoir est plein. Il se termine, il arrête de se remplir. À 12 ans commence l'adolescence. Le cortex préfrontal commence à se mettre en place, la matière grise, c'est-à-dire en fait la conscience. Un enfant n'a pas conscience des choses, il les vit, il les subit. Pour lui, tout est normal. À partir de 12 ans, il commence à se poser des questions sur lui-même, sur sa famille, sur les autres. Et c'est là que les problèmes commencent. Au fur et à mesure du temps, avec l'adolescence, cela peut vraiment empirer. Parce que le réservoir de ressources, parfois, déborde. Et là, si on n'est pas bien structuré, il est difficile de l'empêcher de déborder. Imaginez une piscine qui déborde et que vous essayez de re-remplir avec, on va dire, une passoire. Évidemment, c'est peine perdue. Heureusement, la nature est bien faite. À 18 ans, tout s'arrête. Tout est mis en place, la matière grise est en place, et l'adulte, normalement constitué, est capable de retenir l'eau de son réservoir de ressources et capable de l'empêcher de déborder. C'est ce qu'on appelle la maturité, et plus l'adulte va vieillir, plus il aura cette capacité à contenir ce qu'il y a dans le réservoir de ressources. Alors le réservoir de ressources, en fait, il est vraiment très différent, comme je le disais, d'une personne à l'autre. Pourquoi ? Eh bien, pour vous donner un exemple assez extrême, imaginez un petit Syrien élevé avec une Kalachnikov dans les mains depuis son plus jeune âge. Croyez-vous qu'il aurait peur des Kalachnikov à l'âge de 40 ans? Non, bien sûr. Par contre, si vous, qui habitez en France, on vous met une Kalachnikov ou on vous pointe une Kalachnikov devant vous à l'âge de 40 ans, il est fort à parier que vous ayez vraiment des gros soucis intérieurs. Donc vous voyez à quel point le réservoir de ressources peut conditionner l'adulte. D'ailleurs, c'est lui qui conditionne 80% de l'être adulte. À partir de 12 ans, 80% de l'adulte est terminé, les 20% suivants se rempliront, disons, se construiront tout au long de la vie. Cet inconscient va nous diriger. Il va nous donner des envies, peut-être de nourriture, peut-être le goût des addictions, peut-être la peur des autres, ou des croyances aidantes, c'est-à-dire la persuasion que l'on est meilleur que les autres. Si un parent dit pendant toute l'enfance à son enfant qu'il est formidable, il y a fort à parier que cet enfant se trouve formidable et
et envie d'imposer sa vue aux autres. Si les parents disent à un enfant qu'il est nul pendant toute son enfance, ce sera certainement quelqu'un qui aura beaucoup de difficultés à s'assumer dans la vie adulte. Un hypnothérapeute a pour but d'essayer de réparer les fêlures de l'inconscient, c'est-à-dire réparer tous les dommages qui ont pu être faits au réservoir de ressources. 99% des personnes qui viennent voir un thérapeute trouvent une réponse dans leur réservoir de ressources. Donc, il y a un autre élément après l'inconscient qui est important, c'est ce qu'on appelle chez nous le VACOG. C'est-à-dire, c'est un acronyme des 5 sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. En fait, le système principal d'un individu, c'est-à-dire le sens le plus utilisé, va vous aider à améliorer la transe de la personne. Si la personne, par exemple, est visuelle, eh bien vous allez lui parler avec des mots visuels. Exemple, vous êtes sur la plage, vous voyez devant vous la mer, bleue, profonde, infinie, qui peut-être se mêle à l'infini du ciel bleu-azur. Là, vous avez utilisé des mots, des prédicats visuels. Si vous lui dites, et vous entendez peut-être le bruit des vagues, c'est auditif. Puis vous marchez dans le sable, chaud, qui fait comme un délicieux massage sous la voûte plantaire. Là, c'est du kinesthésique, c'est-à-dire du toucher, de la sensation. Olfactif et gustatif sont des éléments qui sont moins utilisés, évidemment, en hypnose ericksonienne, mais pour les gens, par exemple, qui sont addicts à la nourriture, il est important aussi de leur parler avec des mots qui rappellent le goût et l'odeur, peut-être des choses qu'ils aiment ou des choses qu'ils n'aiment pas, justement. Donc le VACOG, cet acronyme des 5 sens, va être utilisé pour la rédaction des inductions ou des scripts qui vont permettre de cibler directement l'inconscient de la personne à qui vous vous adressez. Donc, nous allons maintenant détailler une séance d'hypnose ericksonienne avec un praticien. Vous avez vu que l'inconscient, c'est vraiment votre outil de travail. Et c'est certainement la partie la plus difficile à résoudre, c'est-à-dire poser les bonnes questions pour trouver la clé qui va vous aider à réparer, entre guillemets, l'inconscient de votre consultant. Contrairement à ce que vous pouvez penser, la partie trans-hypnotique n'est pas si complexe que cela, mais il faut s'entraîner. Alors, la personne est accueillie, chaleureusement, comme je l'ai dit, et là, vous allez commencer l'anamnèse. Ce qui est très important, y compris pendant toute la consultation, c'est de respecter ce qu'on appelle le savoir-être ericksonien. C'est-à-dire, il faut avoir une position basse, à la fois physique, donc assis si la personne est assise, debout si la personne est debout. Et puis l'humilité, la position basse, c'est être humble avec la personne qui est en face de vous. Bien sûr, vous êtes thérapeute, vous connaissez votre travail, vous êtes sûr de vous, mais vous restez humble en toutes circonstances. Il faut aussi de la flexibilité comportementale, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'adapter à la personne qui est en face de vous. Il faut utiliser un langage approprié, une tonalité, une façon d'être qui correspondent avec la personne. Cela s'appelle aussi la synchronisation. Pendant l'anamnèse, vous allez vous synchroniser avec la personne qui est en face de vous. En synchronisation, il y a 3 étapes. Première étape, ça s'appelle le mirroring. Le mirroring, c'est faire comme la personne qui est en face de vous. Si la personne croise les bras, vous pouvez, après un petit laps de temps, et discrètement bien entendu, croiser les bras, de façon à vous mettre en harmonie avec elle. C'est une synchronisation visuelle. Par contre, si la personne a une respiration lente, vous pouvez aussi respirer sur son rythme. Et cela, c'est une synchronisation peut-être plus auditive.
Il y a ensuite la phase que l'on appelle pacing. Le pacing, c'est l'attente. C'est une phase transitoire, un peu comme le feu orange. Donc, la personne croise les bras, vous croisez les bras, cela s'appelle le mirroring, vous faites comme elle. Le pacing, vous attendez, toujours les bras croisés, vous l'écoutez. Et puis, il y a le leading, c'est-à-dire que là, c'est vous qui allez faire en sorte d'entraîner la personne à vous suivre. Donc, par exemple, vous allez décroiser les bras. Et normalement, si vous êtes synchronisé, la personne décroisera les bras dans la demi-seconde qui suit. Si elle ne le fait pas dans la demi-seconde, vous pouvez considérer que ça ne marche pas, et dans ce cas-là, vous continuez et vous essayez une autre fois. C'est important d'être synchronisé physiquement, mais aussi mentalement avec la personne qui vient vous voir. Elle se confie à vous, elle va vraiment vous autoriser à fouiller son inconscient, donc il faut que vous soyez en harmonie maximum. Donc vous êtes en synchronisation avec votre consultant. Ce qui va vous aider, évidemment, à pouvoir lui poser toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser et, entre guillemets, pénétrer son inconscient. Car c'est quand même lui qui va vous donner les réponses qu'il a déjà à l'intérieur de lui. Cette phase qui s'appelle l'anamnèse est vraiment primordiale. Et encore une fois, elle n'est pas si facile à réaliser. Donc la personne va vous parler, c'est elle qui va vous donner en général la clé qui va vous aider à ouvrir son inconscient. Pour l'aider à parler, eh bien, il va falloir écouter de façon active, c'est-à-dire silencieuse. Vous allez pouvoir reformuler vos phrases en faisant très attention à rester neutre. C'est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. Un thérapeute ne doit pas donner son avis. Il écoute et il rebondit sur ce que la personne va lui dire. Vous avez plusieurs types de reformulation. Vous avez la reformulation mot pour mot. Par exemple, si la personne vous dit « je veux arrêter de fumer », eh bien, vous pouvez lui dire « vous voulez arrêter de fumer ». Vous avez la reformulation interrogative, c'est-à-dire que c'est la même phrase, mais avec un point d'interrogation. Attention à ce que cette question ne soit pas mal interprétée par l'inconscient. Vous voulez arrêter de fumer. Vous avez la reformulation interrompue, c'est-à-dire que là, vous allez vous arrêter avant la fin de la phrase. Si la personne vous dit « je viens pour arrêter de fumer », vous lui répondez « vous venez pour… » Et vous allez voir, automatiquement, la personne qui est en face de vous continue la phrase. La reformulation ponctuelle, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Vous allez donner la fin de la phrase. Si la personne vous dit « je viens pour arrêter de fumer », vous lui dites « pour arrêter de fumer ». Et vous allez voir qu'automatiquement, cela relance la machine sans même que vous ayez à donner votre avis. Et puis, il y a une reformulation très importante qui s'appelle la reformulation en recadrage. Vous allez recadrer les mots négatifs de la personne qui souvent se sous-estime en positif. Par exemple, « je viens parce que je suis grosse », eh bien vous pouvez dire à la personne « vous venez parce que vous souhaitez perdre du poids ». Ou « je viens pour arrêter de fumer », vous pouvez lui dire « vous venez pour vous libérer du tabac ». Cette reformulation est très importante. Vous avez compris qu'il faut ménager l'inconscient de la personne qui est en face de vous. L'inconscient, souvent je le dis, est une sorte de dictateur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'admet aucune faiblesse de la part de la personne qui est en face de lui, tant qu'il n'est pas complètement synchronisé avec. Cela s'appelle aussi la bulle proxémique. C'est une autorisation que vous donne le consultant pour que vous puissiez toucher à son inconscient et voire même s'approcher de lui. La bulle proxémique, c'est la distance sociale généralement tolérée entre des personnes qui se parlent. Si vous parlez à votre patron, vous serez évidemment moins proche que si vous parlez à votre conjoint. Mais c'est aussi une distance mentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne vous dit « Ok, je suis d'accord pour que vous fouilliez mon inconscient, pour que vous alliez chercher la clé dans mon inconscient, je vais vous raconter ma vie. » Eh bien, vous allez voir que finalement, au bout d'un moment, cela va vous rapprocher et que vous pourrez même lui toucher le bras ou l'épaule pour faire un ancrage de façon beaucoup plus facile que quand elle est arrivée. C'est la synchronisation et c'est très important. Une anamnèse, en général,
doit durer 1 heure. Mais si c'est pour le tabac, dans notre méthode qui s'appelle « Devenez non-fumeur en 1h30 », une anamnèse de 30 minutes suffira largement à trouver les motivations du consultant. La durée de l'anamnèse dépend évidemment de la difficulté à trouver la clé chez la personne qui vient vous voir. Pour le tabac, c'est facile. C'est souvent toujours la même chose. C'est une question d'ancrage affectif. On fume pour faire comme les autres et on continue, on s'habitue à ces ancrages. Par contre, pour les autres consultations, par exemple pour la réduction virtuelle de l'estomac, ou pour des phobies, ou pour des problèmes affectifs, il est nécessaire de faire une anamnèse d'au moins 1 heure. Ce n'est qu'au bout de 30 minutes que la personne, en général, va pouvoir vous confier des choses vraiment très importantes sur son enfance, sur sa vie. Les 30 premières minutes sont dédiées à ce qu'on appelle un niveau logique bas, c'est-à-dire un niveau de relations sociales habituelles. Pendant 10 minutes, la personne va vous parler d'elle, de son métier, elle va se remettre du parcours qu'elle vient de faire pour arriver jusqu'à vous. Et là, en général, ce sont plutôt des banalités. Après cela, pendant les 15-20 minutes qui suivent, elle va commencer à se livrer, à répondre à vos questions, de plus en plus sur sa vie actuelle, peut-être un peu sur son enfance. Et puis, au bout d'une demi-heure, là, vous atteindrez vraiment le réservoir de ressources. Et ce niveau logique-là, c'est le plus important pour vous. D'ailleurs, quand vous êtes en anamnèse, vous vous apercevez que vous touchez le point sensible quand la personne, en général, a les larmes qui montent aux yeux. Et souvent, c'est le cas dans une anamnèse bien traitée. Pour cette anamnèse, il va falloir respecter 7 questions clés. Première question, la plus importante, pourquoi venez-vous me voir? Deuxième question, qu'est-ce qui vous a empêché, jusqu'à maintenant, de réussir à atteindre votre objectif? Troisième question importante, c'est en quoi est-ce que c'est important pour vous d'atteindre cet objectif? En fait, clairement, quel est votre objectif précis? Par exemple, dans le cadre d'un amincissement, si la personne vous dit « je veux mincir », ça ne suffit pas. Pourquoi veut-elle mincir? Quel est son objectif? Remettre des vêtements qu'elle ne peut plus mettre? Atteindre un poids qu'elle a déjà atteint ou qu'elle n'a jamais atteint? Retrouver une forme de jeunesse? Mieux respirer? Ne pas être malade? Vous voyez, il y a plein de réponses possibles. Quatrième question, où, quand et avec qui serez-vous quand vous aurez réussi? En fait, cette partie-là est importante, ça s'appelle la visualisation, la futurisation. L'idée, c'est de demander à la personne de s'imaginer dans le futur, ayant réussi son objectif, ayant atteint son objectif, et par exemple, vous allez lui demander de s'imaginer en vacances. En général, c'est à la plage. Que fait-elle? Que voit-elle? Que ressent-elle? C'est une façon de faire croire à l'inconscient qu'il a déjà atteint son but, un peu comme si je vous disais, voilà, imaginez que vous avez gagné au loto. Voyez à quel point cela vous fait plaisir immédiatement. Cette futurisation est importante aussi parce qu'elle va vous donner des mots et le VACOG de la personne. C'est-à-dire que si la personne vous répond avec des termes plutôt visuels ou kinesthésiques ou auditifs, eh bien vous pourrez déterminer son système principal et réutiliser ces mots lors de l'induction. Puis, une autre question importante, est-ce qu'il y a un inconvénient à réussir votre objectif? Par exemple, pour votre entourage. Imaginons, la personne vient pour arrêter de fumer, mais son conjoint fume. Que fait-on? Où le conjoint va-t-il fumer? Va-t-il être obligé de sortir dehors? Va-t-il pouvoir continuer à fumer devant elle ou devant lui? C'est une question très importante et il faut la régler avec la personne qui est en face de vous. Et puis, dernière question, quels sont vos atouts, vos qualités pour réussir à atteindre votre objectif? En général, le but principal est d'arriver à leur faire dire qu'ils ont quand même de la volonté, bien que la plupart des gens qui viennent vous voir pensent qu'ils n'en ont pas du tout. Essayez de les motiver, de les aider pour leur faire dire qu'ils ont quand même de la volonté et qu'ils ont eu le courage
de venir jusqu'ici vous voir parce qu'ils veulent vraiment atteindre leur but. Ça, ce sont les 7 questions les plus importantes. Mais, autour de cela, bien entendu, vous allez devoir fouiller, trouver la clé, notamment dans le réservoir de ressources, ce qui va vous permettre de solutionner, de calmer l'inconscient, l'enfant inconscient. L'inconscient est un enfant de 6 ans, à peu près. C'est-à-dire qu'il ne comprend réellement les choses que comme un enfant de 6 ans. Il adore les contes de fées, les métaphores, les mots simples. Il n'entend pas la négation. Par exemple, si vous dites à un enfant « ne ris pas »,« arrête de rire »,« ne ris pas », plus vous lui direz, plus il rira. Si je vous dis « ne pensez pas à la couleur verte », automatiquement, c'est trop tard, vous y avez pensé. La négation, dans ce cas-là, ne sert à rien. Pire, parfois, elle accentue le fait de faire ou de ne pas faire les choses. Car l'inconscient est un enfant de 6 ans, donc, quelque part, il est capricieux. C'est-à-dire qu'il adore faire le contraire de ce qu'on lui demande de faire. C'est pourquoi, en tant que thérapeute, vous allez devoir, à chaque fois, le cajoler, aller dans son sens. Ou pire encore, pour les gens très résistants, essayer de lui faire croire que c'est lui qui décide et non vous. Donc, une fois que vous avez posé les questions clés et que vous avez fouillé, c'est-à-dire que vous avez les réponses au moins à ces 7 questions, là, peut-être que vous avez déjà des éléments. Ces éléments, en fait, ce sont des phrases, des mots que la personne va vous dire, des ressentis, des choses qu'elle a vécues dans son enfance. Ces choses, ces mots, ces ressentis, ces sensations, il va falloir les lui redonner pendant la transe hypnotique. Il est important de réutiliser ses propres mots, parce que cela parle à son inconscient. Si je vous dis, par exemple, que j'adore le chocolat, et que vous n'aimez pas le chocolat, cela n'aura aucun impact sur vous. Mais si vous adorez le chocolat, vous allez me comprendre, et cela va créer une sorte de fusion entre nous. Une fois l'anamnèse terminée, c'est-à-dire au bout d'1 heure à peu près, vous pouvez soit enchaîner directement avec la séance d'hypnose, mais attention, cela risque d'être assez long pour la personne, ou lui donner rendez-vous un autre jour pour faire la séance. Vous êtes libre soit de sectionner les séances, soit de les regrouper. Avant de faire cette transe hypnotique, il va falloir s'assurer que la personne est hypnotisable. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la majorité des gens sont hypnotisables avec l'hypnose ericksonienne. Donc vous allez faire un test simple qui va vous permettre de vérifier cela. Le test des doigts. Ensuite, plus complexe, il y a le test avec les 2 mains. Une main vers le haut, une main vers le bas. Dans une main, quelque chose de lourd. Dans l'autre, quelque chose de léger. Et les bras doivent normalement s'écarter. Et puis il y a le dernier test, celui moi que je conseille car il est vraiment très révélateur et puis il se passe vraiment quelque chose pour la personne qui est en face de vous, la chute en arrière. Vous allez demander à la personne de vous faire confiance, vraiment confiance, de façon à ce qu'elle puisse tomber vers l'arrière dans vos bras. Cela demande une grande confiance, mais une fois que vous l'avez, vous êtes certain, quasiment, que la personne va entrer facilement en transe hypnotique. L'avantage de la chute en arrière, c'est qu'elle est réussie à tous les coups. Car si la personne hésite à se laisser aller en arrière, eh bien vous allez la motiver. Vous allez lui expliquer que, en fait, c'est un test pour tester sa confiance. Et généralement, la 2e fois, elle se laisse aller. C'est très parlant. Et premier test, le plus simple. Le plus simple. Celui qu'est fait Mesmer, l'hypnotiseur, dans ses spectacles. Que font tous les hypnotiseurs des spectacles. Vu que c'est le plus simple à faire, quand vous avez 300 pèlerins qui sont assis, vous n'allez pas leur demander de se lever pour faire la chute en arrière. Donc, on leur demande de mettre les mains comme ça. Look at me, please. Wana, poko. Alors, en japonais. Alors, mettez les doigts comme ça. Écartez les doigts. Serrez les mains. Voilà. Maintenant, vous laissez les doigts bien écartés l'un en face de l'autre et vous allez imaginer
qu'une colle incroyable commence à se mettre entre les deux doigts et que les deux doigts se resserrent l'un contre l'autre et se rejoignent de plus en plus, et vous ne pouvez pas vous empêcher de les laisser se rejoindre. Et ils se collent, ils sont collés ensemble, collés, de plus en plus collés. Oui, très bien, bravo. Oui, Sophie, de plus en plus collés. C'est collé, comme s'il y avait de la super glue au milieu de la super glue, une colle hyper forte, et vous ne pouvez plus les décoller. Allez, on reste collés, on ne peut plus les décoller, c'est collé, c'est fini, c'est complètement collé, comme de la super glue, c'est collé, définitivement collé. Attention, quand je dirai 2, ça va se décoller facilement. 1, 2, hop, on décolle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, là, j'ai vu qui était plus ou moins sensible. Là, j'ai déjà vu. En fait, il se passe quoi? Le phénomène naturel fait que, quand vous faites ça, à moins de résister, vous êtes obligé de les coller. C'est-à-dire que c'est si tu les colles pas que tu es résistant. Pourquoi? Parce que tu vas résister. Je veux pas. Vous savez, des gens qui sont comme ça. Ça demande une tension dans les bras qui est énorme parce que vous êtes obligé de coller. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va essayer de chercher le résistant, enfin, la personne qui va coller tout de suite. Ou celle qui va résister pour pas coller. Celle-là, on ne la prendra jamais. Dans les gens qui sont autour de moi, la première à coller, c'est toi. Toi, tu as résisté un peu. D'ailleurs, même à la fin, tu as été obligé de coller toi-même, presque, parce que tu as résisté un peu. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Ça, c'est l'inconscient. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une forme de résistance intérieure. Mais légère. Tu as quand même collé. Mais il y a des gens qui sont comme ça qui ne veulent pas coller. Ça, c'est le premier test. Un hypnotiseur, je serais hypnotiseur de spectacle, je prendrais elle en premier. Puisqu'elle, elle a collé tout de suite. Les 3, mais toi, je ne te prendrai pas parce que pour moi, tu n'as pas collé tout de suite. Hypnose de spectacle. En séance avec un client, je ne fais pas faire ça parce que ce n'est pas suffisamment parlant. Imaginez que vous ayez un client. Lui dit, vous allez mettre les doigts comme ça, la personne fait ça. Non, écartez les doigts, on va recommencer. Alors écartez les doigts, vos doigts se rapprochent, hop, la personne fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah, formidable, vous êtes très sensible. Il ne s'est rien passé, ça a duré 2 secondes. Moi, il me faut quelque chose de plus extraordinaire pour persuader la personne qu'elle est sensible. Ça, c'était le premier test des doigts. Ok. Alors, je vais vous demander de mettre les 2 pieds l'un contre l'autre. Voilà. De mettre les 2 mains paume contre paume bien serrées, comme ceci. Très bien. Et vous allez déplier les 2 index dans cette position. Et vous allez les mettre en face de vos 2 yeux. Voilà. Et vous allez laisser un espace d'1 centimètre entre vos 2 doigts. Un demi-pouce d'espace. Et maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur le vide entre les 2 doigts. À aucun moment, votre regard ne doit partir à droite ou à gauche. Il doit fixer le vide entre ces 2 doigts. Et plus vous fixez le vide entre ces 2 doigts, et vous allez vous concentrer sur le son de ma voix. Et plus vous concentrez sur le son de ma voix, et plus vous fixez le vide entre ces 2 doigts, et puis ces doigts vont commencer à se rapprocher. Maintenant, de plus en plus. Vous sentez vos doigts se rapprocher encore de plus en plus de mieux en mieux. Vos doigts se rapprochent encore de plus en plus fortement. Ces doigts se rapprochent encore de plus en plus fortement. Vous les sentez se rapprocher encore de plus en plus de mieux en mieux. Imaginez que je place une vis entre vos 2 doigts et que je commence à visser cette vis. Et plus je visse, et plus ça doit se resserre de plus en plus, de mieux en mieux, encore de plus en plus fortement. Sentez ces doigts se rapprocher encore de plus en plus fortement. Jusqu'à se toucher, se coller, se souder complètement ensemble. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Tellement collés, tellement soudés qu'au compte de 3, il vous sera impossible pour vous les séparer, peu importe ce qui se passe. Avec le 1, vos doigts se collent, se fixent complètement ensemble. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Avec le 2, se cimentent ensemble. Sont pris dans un étau. Complètement collés, complètement soudés. Et maintenant avec le 3, ils sont complètement collés, complètement soudés. Impossible pour vous les séparer, peu importe ce qui se passe. Essayez de les séparer, vous ne pouvez pas. La plupart des gens ne peuvent pas séparer leurs doigts. Donc, je vais vous demander de mettre les mains comme ça pour ceux qui n'arrivent pas à décoller les doigts. N'allumez pas le ventilo. Et je vous laisse fermer les yeux. Je vais vous demander, tendez bien moi, je vais vous demander dans cette main-là, vous savez, d'imaginer des livres très très lourds, comme si on mettait une pile de gros dictionnaires. Et là, au contraire,
il y a une ficelle, et au bout de la ficelle, il y a un ballon d'hélium, enfin même des ballons d'hélium de toutes les couleurs qui vont vers le ciel et le soleil. Et là, vous pouvez commencer tranquillement. Donc vous imaginez dans la main qui est tournée vers le ciel, la main droite, il y a des livres très très lourds. Vous pouvez commencer à les sentir, juste à les imaginer. En fait, vous n'avez rien à faire, juste à imaginer le poids de ces livres. Voilà. Vous les imaginez comme si on mettait une dizaine de livres, et puis au contraire, dans l'autre main, il y a tous ces ballons d'hélium qui vont vers le ciel, vers le soleil. Puis ça se fait tout seul, tranquillement. Vous n'avez rien à faire, juste à imaginer. Que les ballons d'hélium ils deviennent plus légers, que les livres ils deviennent plus lourds, de plus en plus lourds. Exactement comme ça. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux sans bouger les bras. Voilà. Ça va? Voilà. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous allez mettre les mains le long du corps, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un test pour voir si vous êtes hypnotisable. Les mains le long du corps, les jambes serrées. Très bien. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire, d'accord? Et vous le ferez tout à l'heure. Je vais vous demander tout à l'heure de fermer les yeux. Ensuite, je poserai ma main. Voyez que je ne m'approche pas trop. Je ne fais pas ça. Si vous faites des papillotements devant elle, il se passe à l'intérieur d'elle quelque chose. Je suis en train de percer sa bulle proxémique. Et là, ça la stresse à mort. Donc je reste droit comme un militaire. Je vais mettre ma main sur votre menton. Je vais mettre la tête en arrière. Je vais poser ma main sur votre front. Je vais passer derrière vous et mettre mes mains sur vos épaules. Et vous allez imaginer qu'il y a des aimants ultra puissants dans mes mains et que vous allez vous sentir attiré incroyablement vers l'arrière. Et moi, je vous retiens, j'ai l'habitude. D'accord? Fermez les yeux. Je pose ma main sur votre menton pour soulever votre tête. Et soulevez. Maintenant, je pose ma main sur votre front. Je passe derrière vous, si je peux. Là, je ne peux pas, on est trop serré. Puis, je vais poser mes mains sur vos omoplates ou vos épaules. Et vous allez imaginer qu'il y a des aimants très puissants qui vous attirent vers l'arrière et vous descendez vers l'arrière. Allez-y, chutez, chutez. Hop, formidable, très bien. Vous voyez comment j'accélère le rythme. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller, il se dit, oh là là, il me fait peur, je vais y aller quand même. Je reviens. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, peut-être que vous êtes laissé aller volontairement, mais ça n'a aucune importance. Ce que je voulais voir, c'était votre capacité à me faire confiance, votre capacité à accepter de vous laisser aller. Quand vous allez être allongé là, vous ferez la même chose tout à l'heure. D'accord? Formidable. Quand je vous le dirai. Quand je vous le dirai, vous fermerez les yeux. Puis je poserai ma main. Puis je poserai ma main sous votre menton. Sous votre menton. Pour soulever la tête. Pour soulever la tête. Puis sur votre front. Puis sur votre front. Ensuite, je vais passer derrière vous. Ensuite, je passerai derrière vous. Et je vais poser ma main sur vos épaules. Et je poserai ma main sur vos épaules. Vous allez imaginer. Vous allez imaginer. Montre-lui les mains. Vous allez imaginer plus haut parce qu'il est grand. Vous allez imaginer qu'il y a des aimants très puissants dans mes mains. Qu'il y a des aimants très puissants dans mes mains. Et vous allez vous laisser aller. Et vous allez vous laisser aller. En arrière. En arrière. Je vous retiens. Sourire. Je vous retiens. Sourire. Je vous retiens. Très bien. Tu peux baisser tes mains. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais passer derrière. Non, vous êtes prêts? Fermez les yeux. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Plus énergique. T'es trop gentil. Vous êtes prêts? Oui. Je vais. Alors, vous êtes prêts? Oui. Fermez vos yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Très bien. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Je pose ma main sur votre menton. Je pose ma main sur... Non, il faut finir le mot menton avant de mettre la main. Je vais poser ma main sous votre menton. Et je soulève la tête. Soulever la tête? Non, et je soulève la tête. Tu peux plus parler. parler. Je soulève la tête. Très bien. Maintenant, je pose ma main sur votre front. Maintenant, je pose ma main sur votre front. Très bien. Et je passe derrière vous. Et je passe derrière vous. Tu peux lâcher la tête. Pas vérifier ça. Voilà. Maintenant, je pose mes mains sur vos épaules. Maintenant, je pose mes mains sur vos épaules. Et vous allez imaginer qu'il y a des aimants très puissants qui vous attirent vers l'arrière. Et vous allez imaginer qu'il y a des aimants. Et vous allez imaginer qu'il y a des aimants très très forts qui vous attirent vers l'arrière. Laissez-vous aller. Très bien, bravo. Très bien, tu t'es approché, c'est parfait. Approche, mets-toi devant lui. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. C'est moi qui passe. Oui, c'est toi qui passe devant. Hop. Formidable, très bien.
Une fois ce test réalisé, la personne va pouvoir s'allonger ou s'asseoir. Il est important, encore une fois, de prendre un endroit confortable. Vous pouvez l'allonger sur une table de massage, par exemple. Moi, j'utilise un casque et un micro, de façon à ce que la personne soit vraiment complètement englobée par ma voix et la musique, de façon à ce qu'elle soit détachée du monde extérieur. Cela permet de couvrir les bruits, et cela permet aussi aux deux oreilles d'entendre la même intensité de son en même temps. Car l'inconscient, encore une fois, est très sourcilleux. Donc s'il entend plus d'un côté que de l'autre, la personne aura tendance à tendre l'oreille, ce qui ne facilite pas l'induction. Avant de commencer l'induction, la personne est allongée ou assise confortablement. Vous allez rassurer l'inconscient. L'inconscient a toujours besoin d'être rassuré. Vous allez dire des mots, des évidences, ce qu'on appelle des truismes. Donc, par exemple, vous allez dire à la personne, pendant que vous êtes allongé, que vous avez les yeux fermés ou ouverts, que vous m'écoutez, vous êtes bien. Vous voyez, ce ne sont que des phrases évidentes, mais l'inconscient adore ce genre de choses. Quand vous en mettez plusieurs l'une derrière l'autre, comme je viens de le faire, cela s'appelle un yes 7, car vous obtenez plusieurs oui silencieux, un yes 7, de la part de votre consultant. Pour les gens très résistants, il existe aussi une possibilité qui s'appelle le no 7, c'est-à-dire obtenir une chaîne de non. Par exemple, vous allez lui dire « Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement détendu. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à fermer les yeux. Peut-être que vous n'êtes pas encore entré en transe. » Évidemment, la personne répond non, ce qui correspond à un oui, finalement. Cela permet de vaincre les inconscients plus résistants. L'induction. Il y a environ une douzaine d'inductions mises au point par Milton Erickson. Mais heureusement, nous n'en utilisons que 2 ou 3 principales. Et puis ensuite, plus vous serez expérimenté, et c'est ce que vous ferez pendant la formation, vous pourrez travailler d'autres inductions, vos inductions, qui peuvent être un mélange de toutes les inductions dont je vais vous parler. L'induction la plus connue, la plus fréquente, qui se fait yeux ouverts, c'est la fixation d'un point. En fait, la personne est assise et vous lui demandez de fixer son attention sur un point, une tâche, un objet en face d'elle. C'est un peu le système de la spirale qui tourne et que l'on voit souvent dans les vieilles représentations d'hypnose. Grâce à cette fixation de point ou grâce aux autres inductions dont je vais vous parler, le conscient est complètement captivé par quelque chose. Et comme le conscient ne peut pas rester concentré très longtemps, il décroche. C'est ce qu'on appelle le facteur critique. Au moment où le conscient décroche, vous avez quasiment gagné la partie et la personne tombe en transe hypnotique. Parfois c'est rapide, parfois c'est long. Cela dépend de la faculté qu'a votre consultant à accéder à ses ressources inconscientes. Disons que, au minimum, il faut compter 15 minutes. Donc, Emmanuel, là je te propose, donc j'ai un cristal, voilà. Et pour cet exercice, je vais te demander donc de diriger ton regard sur ce cristal, d'accord? Ok. Et puis après de suivre mes indications. Tu es bien installé comme ça, tu veux mettre la tête en arrière ou ça va? Bon, très bien. Alors donc je t'invite là, voilà. Et tu vas regarder donc ce cristal très attentivement. C'est-à-dire tu vas essayer de ne pas regarder de regarder plutôt le cristal plutôt que les doigts ou la chaîne. Voilà. C'est comme si seul ce cristal avait de l'importance. Alors tu vas voir évidemment, moi je bouge un petit peu, ce cristal peut se mettre à bouger, mais toi, ton regard est fixe. Et tu fixes ce cristal, voilà, très intensément. Comme s'il n'y a que ce point qui était important pour toi. Donc là, bien sûr, tu entends ma voix très facilement. Tes yeux sont ouverts et tu fixes ce point. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Excellent, très très bien. Fixe ce point un peu, tu sais, comme s'il allait s'échapper. Comme si tu ne voulais pas qu'il s'échappe. Voilà, tu le fixes très intensément. Plus tu écoutes ma voix, plus tu vas voir que c'est facile de fixer ce point.
Et par contre, tout ce qui est à l'extérieur, ça peut devenir un peu moins net. Mais ce point, tu le vois très très bien maintenant. Voilà, c'est parfait. Continue de fixer ce point. Tu vas voir bientôt, dans un instant, tu vas sentir peut-être que les paupières, elles vont commencer à cligner. C'est parfaitement normal. Mais tu continues d'écouter ma voix et fixer ce point. Voilà, exactement comme ça. Tu fixes ce point, tu entends ma voix. C'est très bien, c'est très très bien. Là, tu commences à sentir que les paupières clignent. Et ce qui est surprenant de voir, c'est que tu vas voir qu'à chaque fois que tu clignes les yeux, même si ça ne dure pas longtemps, tu peux ressentir comme un bien-être, une certaine détente. Voilà, c'est bien. Et c'est de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts, mais tu continues de fixer ce point. Voilà, très intensément. Tu continues de fixer ce point, tu écoutes ma voix, et tu peux simplement sentir ces yeux qui clignent. Et tu vas voir que, alors que tu continues de fixer ce point et d'écouter ma voix, bientôt tu vas t'apercevoir que c'est de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts. Bientôt tu auras envie de les fermer. Tu peux commencer à sentir que les paupières deviennent lourdes maintenant. Voilà, exactement comme ça, d'une lourdeur agréable. À chaque mot que tu entends, ces paupières, elles deviennent lourdes. De plus en plus lourdes maintenant. Voilà, très très bien. Et bientôt, ce sera plus confortable pour toi de garder les yeux fermés. Et lorsque tu auras envie de fermer les yeux, tu pourras les fermer. Mais pour l'instant, tu peux continuer de regarder ce point. De laisser simplement ces paupières devenir encore plus lourdes, encore plus pesantes. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Et quand tu le souhaites, tu peux simplement laisser les yeux se fermer. Voilà, très très bien. Tu peux laisser les yeux se fermer maintenant. Et tu vas avoir l'impression que les paupières se collent maintenant. Bientôt, tu vas pouvoir le sentir. Tu commences déjà à le sentir. C'est comme si les yeux pouvaient se coller. Voilà, exactement comme ça. Les paupières se collent. C'est bien, c'est très très bien. Et cette agréable lourdeur que tu ressens au niveau des paupières, tu peux juste la laisser se répandre dans tout ce corps. Voilà. Comme si tout ce corps pouvait se relâcher, se détendre. Tu peux commencer à sentir que c'est un petit peu comme si tu étais attiré vers le centre de la Terre. Comme si tout ce corps pouvait devenir plus lourd, plus relâché. Voilà, exactement comme ça. C'est tellement agréable. Et d'ailleurs, cette voix, tu pourras avoir l'impression que c'est la voix de quelqu'un que tu aimes bien. Et chacun des mots que tu entends te permet de glisser en toute confiance, en toute sécurité. Comme si le monde habituel pouvait devenir plus lointain. Et tu n'es pas obligé de m'écouter pour m'entendre, ou m'entendre pour m'écouter. Et chacun des mots que tu entends te permet de glisser toujours plus profondément. Toute confiance. Et à chaque fois que tu souffles, tu peux laisser tout ce corps se relâcher, se détendre de plus en plus profondément. Voilà, très bien. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et tu pourras tranquillement sortir de cette expérience. 1, 2 et 3. Alors, l'avantage de fixer le truc, c'est basé sur un principe physiologique, parce que c'est normal que les yeux se fatiguent. Ensuite, comme induction, vous avez également une induction yeux fermés, et je la conseille, car c'est plus facile de se concentrer, qui s'appelle le crâne de cristal, ou le crâne de verre. C'est selon moi celle qui est la plus efficace, car vous mêlez à la fois le kinesthésique, vous allez toucher la personne, et l'auditif, ainsi que le visuel yeux fermés. Mais l'inconscient est puissant et vous pouvez voir évidemment les yeux fermés. C'est ce que vous faites quand vous rêvez chaque nuit. Écoutez, je vous invite à vous installer aussi confortablement que possible. Voilà. Et puis à fermer les yeux. Voilà, puis vous commencez tranquillement. Commencez déjà par ne rien faire. Voilà. On ne cherche pas à se détendre, on ne cherche pas à se relaxer, juste on apprécie le confort de la position.
très bien. Alors là, dans un instant, avec votre permission, Emmanuel, en fait, tout simplement, moi je vais poser un doigt au milieu de votre front, comme ceci. Voilà. Et je vais vous demander d'imaginer que le dessus de votre tête est transparent. C'est un peu comme si votre tête était transparente. Donc, vous avez les yeux fermés, vous entendez ma voix et vous pouvez bien sûr sentir mon doigt là, sur votre front. Et vous regardez ce doigt, même si les yeux sont fermés, vous regardez ce doigt. Voilà, très bien. Vous écoutez ma voix, vous regardez ce doigt. Très très bien. Et bientôt vous allez sentir, vous allez avoir l'impression que les paupières se collent. Elles se ferment davantage. Et pour l'instant, continuez de regarder ce doigt. Vous écoutez ma voix, vous regardez ce doigt. Et plus vous regardez ce doigt, même si les yeux sont fermés, vous regardez ce doigt et vous laissez les paupières commencer à se coller davantage, comme si elles devenaient plus lourdes, plus pesantes. Voilà, très très bien. À chaque seconde qui passe, plus vous regardez ce doigt, plus les paupières deviennent lourdes maintenant, d'une lourdeur agréable. Voilà, exactement comme ça. De plus en plus lourdes. À chaque instant qui passe. Plus vous regardez ce doigt, plus vous pouvez laisser les paupières se coller, se serrer. Voilà, très très bien. Et puis maintenant, je vais retirer mon doigt et vous pouvez juste avoir l'impression que les paupières, elles sont plus lourdes, elles sont... C'est un peu comme si vous n'aviez pas envie de les ouvrir. Ou peut-être pas envie. Ou pas envie d'avoir envie. Voilà, très bien. Exactement comme ça. Et alors que je vous parle, vous pouvez laisser tout simplement cette détente devenir plus agréable, plus profonde. Et ne faites rien. Vous pouvez juste imaginer une douce lumière, blanche, chaude, douce, qui parcourt tout ce corps, en passant par la nuque, qui se relâche, les épaules, qui se détendent, et cette douce lumière descend dans le dos, les bras, les jambes. C'est une sensation tellement agréable. Plus je parle, plus cette détente peut devenir profonde. C'est agréable de se détendre. Chaque partie de ce corps peut se relâcher de plus en plus. Sentez-vous libre de laisser cette agréable lassitude envahir tout ce corps. Plus vous respirez calmement, plus la détente devient profonde. Plus la détente devient profonde, plus vous respirez calmement. Vous sentez le bras gauche à gauche et le bras droit à droite. Et c'est vrai que la gauche est gauche et que la droite est à droite. Et parfois la gauche est à droite et la droite est gauche. Ou peut-être c'est l'inverse. Peu importe. Laissez cette détente s'installer graduellement. Et cette détente continue de s'installer de plus en plus dans tout ce corps. Maintenant, vous allez imaginer que votre crâne est transparent comme du cristal. Comme si vous aviez la possibilité de voir à travers les os de votre front. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit s'échapper, s'évader. Peut-être que vous pouvez regarder vers le haut de votre front, toujours les yeux fermés. Je vais maintenant poser mon doigt sur votre front
et vous allez pouvoir le visualiser comme si vous aviez les yeux ouverts. Concentrez-vous sur mon doigt, posez-la sur votre front. Peut-être que vous pouvez voir la main, le bras, moi, et peut-être la pièce tout autour de vous. Maintenant, je vais enlever mon doigt et à la place, vous allez visualiser une petite tache de couleur lumineuse et brillante. Top. Très bien. Merci. C'est bien, il a une belle voix. Très bien, merci. Belle intonation. Il y a d'autres inductions moins utilisées. Par exemple, la contraction, décontraction musculaire. Vous serrez les muscles, vous les relâchez. C'est à déconseiller, par exemple, pour les personnes âgées. Et puis, vous avez des inductions avec la respiration, des inductions qu'on peut nommer spirales sensorielles, c'est-à-dire qu'on va essayer d'embrouiller les sens en faisant tourner la personne, par exemple, ou en lui disant de compter en arrière de 7 en 7. Ce sont des inductions assez complexes, difficiles à mettre en œuvre et qui ne sont pas accessibles à tous. Mais vous les apprendrez lors de votre formation. Une fois que l'induction est terminée, c'est-à-dire, encore une fois, au bout de 15-20 minutes, vous allez faire ce qu'on appelle la dissociation. Vous allez dissocier le corps de l'esprit. En fait, ce qui est important dans la transe hypnotique, c'est que la personne qui est couchée oublie son corps. Si elle oublie son corps, finalement, elle va se reconstituer un dans l'inconscient, comme quand vous rêvez. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir vivre sa vie tranquillement, avoir tous les pouvoirs qu'elle veut, mais dans son inconscient. Car le corps est souvent, malheureusement, un fardeau, notamment pour les personnes, par exemple, qui viennent pour l'amincissement, et il est bon de l'oublier quelque temps. Pour que la personne se détache de son corps, il va falloir utiliser un vocabulaire particulier. C'est-à-dire que vous allez nommer chaque partie du corps avec des pronoms indéfinis. Exemple, vous sentez maintenant cette détente qui descend le long de la nuque, puis le long du bras gauche, de la main gauche, du bras droit, de la main droite. Et peut-être que cette détente descend maintenant le long de la colonne vertébrale et que chaque vertèbre se dénoue, se détache, se délie. Et vous continuez ainsi jusqu'en bas du corps. L'idée, c'est vraiment de nommer chaque partie du corps de façon indéfinie, comme si elle n'appartenait pas à la personne. Genre, vous allez lui dire, et maintenant, la détente descend dans le bras gauche, puis la main gauche, puis elle continue le long de la jambe gauche, du pied gauche, puis du pied droit, de la jambe droite, en nommant ainsi chaque partie du corps, de façon indéfinie, comme si elle n'appartenait plus à la personne qui est allongée. Vous allez la détacher de son propre corps. À la fin, vous allez ajouter de la confusion, c'est-à-dire que vous allez dire une phrase un petit peu complexe à comprendre pour le conscient, ce qui va achever de mettre la personne en transe. Par exemple, vous pouvez dire la phrase suivante, et pendant que le bras gauche est adroit et que le bras droit est gauche, vous vous sentez de mieux en mieux. Le conscient, essayant de comprendre cette phrase et ayant une capacité de concentration réduite, va finir par céder. Une fois que la dissociation et la confusion sont terminées, vous allez mettre ce qu'on appelle un fusible, c'est-à-dire un garde-fou. Vous allez faire quelque chose qui va libérer peut-être la personne et lui permettre de vivre tranquillement son hypnose. La plupart des gens qui vont venir vous voir sont angoissés, ils ont peur, ils ne savent pas ce que fait l'hypnose. Ils s'imaginent des choses incroyables, peut-être partir dans un univers parallèle, alors qu'en fait, c'est une modification du réel, mais légère, par la relaxation profonde. Les gens sont conscients de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ressentent, toujours. Donc,
vous allez dire à cette personne, par exemple, eh bien, à partir de maintenant, sachez que pendant toute cette séance, vous pouvez tousser, bâiller, bouger. Vous n'êtes même pas obligé de m'écouter. L'important, c'est que vous soyez bien. Ainsi, l'inconscient sera libéré et la personne pourra vivre tranquillement sa séance d'hypnose. Maintenant, vous allez attaquer la phase la plus importante. Alors, vous vous êtes aperçu, évidemment, que votre consultant était entré en transe hypnotique par des signes extérieurs, par exemple un déglutissement, un bâillement, les yeux un peu larmoyants, peut-être des rougeurs, une difficulté d'articulation si la personne doit parler, tout un tas de symptômes qui montrent que la personne est entrée en transe hypnotique. Vous allez commencer le travail, c'est-à-dire que vous allez aller avec lui à un endroit précis, c'est vous qui guidez la personne. C'est vous qui dites votre script et qui l'accompagnez, un peu comme un caméraman guiderait un acteur dans son champ de vision. Donc, vous allez, par exemple, lui demander d'aller à tel endroit, soit dans son enfance, soit dans un passé imaginaire, soit dans un futur imaginaire, pour essayer de résoudre sa problématique. Le travail dépend vraiment de l'anamnèse et de ce que souhaite la personne. Si c'est une phobie, par exemple, vous pouvez créer un double de cette personne, un double qui va aller affronter la phobie. Si c'est une addiction, vous pouvez soit la dégoûter de cette chose, soit accepter de faire autre chose, vivre autrement, soit lui faire visualiser un futur négatif et positif avec et sans cette addiction. Cela peut être très varié et il est difficile ici d'aborder tous les thèmes possibles en travail. Vous trouverez des scripts, notamment sur notre site script-hypnose.com. Le script, c'est vraiment la base du travail. C'est-à-dire que c'est un texte que vous allez lire au départ. Vous pouvez lire, la personne a les yeux fermés, peu importe. Ce qui est important, c'est la conviction avec laquelle vous allez le lire. C'est la visualisation que vous allez permettre à la personne. Lisez votre script, mais ce script doit comporter des métaphores, doit comporter des mots qui correspondent à ce que la personne vous a dit en anamnèse, doit comporter une résolution de la problématique. C'est-à-dire qu'à la fin du script, normalement, la personne doit avoir progressé vers son chemin d'amélioration. Ce n'est pas simple, c'est pourquoi, au départ, il vous faudra vraiment des scripts précis, un script quasiment pour chaque type de pathologie. Pendant le script, et même pendant toute la séance, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut respecter le savoir-être ericksonien et le Milton modèle. C'est-à-dire que Milton Erickson, pendant toute sa vie, a, encore une fois, formalisé toutes ses observations, tous ses tests. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est important et que cela augmente considérablement votre pouvoir inductif. Donc, il est important d'utiliser, première chose, les liaisons. Et alors, maintenant, ce sont des liaisons simples, indispensables. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites, imaginez une maison, un castor, une girafe, une pelle, une bouée, un abribus, tout s'entasse dans l'inconscient. Mais si je vous dis, imaginez maintenant une pelle et un castor, puis un abribus, et une maison, et maintenant un arbre. Voyez comme les choses se juxtaposent les unes à côté des autres. C'est très important que vous mettiez des liaisons lors de la transe hypnotique. Une chose importante, c'est d'utiliser des submodalités et non pas des nominalisations. Alors, de quoi je vous parle? Mais en fait, les submodalités, tout simplement, ce sont des adjectifs qualificatifs liés au VACOG. Par exemple, vous avez des adjectifs qualificatifs, des submodalités kinesthésiques, genre dur, mou,
des submodalités visuelles, genre loin, proche, et des submodalités auditives, genre bruyant ou faible. Ces submodalités permettent d'améliorer considérablement la visualisation de la personne hypnotisée. Si vous dites, vous allez imaginer maintenant que devant vous, il y a une route goudronnée, une petite route peu large de campagne sur laquelle vous marchez pieds nus. Mais comme le soleil brille fortement, la route est chaude et vous sentez la chaleur sous vos pieds. Peut-être que cela vous brûle un peu. En tout cas, vous continuez à marcher car cela ne vous empêche pas d'avancer. Vous continuez sur ce petit chemin, cette route goudronnée, et sur le côté gauche, il y a plusieurs arbres noirs, calcinés, alors que sur le côté droit, il y a des arbres fleuris avec de belles cerises rouges et des oranges. C'est très agréable. Voyez comme je donne des submodalités, des adjectifs qualificatifs pour définir ce que vous voyez. Cela vous aide considérablement à visualiser la même chose que moi. Mais si je vous dis, vous êtes sur une route, au milieu d'une prairie, il fait beau, vous vous sentez bien, l'espace tout autour de vous paraît confortable, agréable, vous sentez à l'intérieur de vous un bien-être, une joie, et vous avancez. Ce n'est plus du tout la même route. Évidemment, cela vous donne des sensations agréables, mais vous êtes difficilement capable de me dessiner ce que je viens de dire. Là, j'ai utilisé des nominalisations, c'est-à-dire des mots concrets pour dire des choses abstraites. Par exemple, le bonheur, l'air, le bien-être, l'hypnose, l'inconscient, la joie, la force. Donc c'est très important d'utiliser des submodalités lors du travail, c'est-à-dire dans le script qui va permettre de résoudre la problématique. Par contre, vous pouvez utiliser les nominalisations lors de l'induction, car ajouter les uns après les autres, toutes ces nominalisations permettent d'augmenter l'effet inductif. Exemple, si je vous dis « vous êtes bien, dans un bonheur absolu et tranquille, vous sentez la joie au fond de vous, dans cet espace de bien-être et de confort qui vous permettent de découvrir le bien-être intérieur, de l'inconscient, et peut-être de trouver cette paix qui est au fond de vous. » Voyez à quel point cela vous calme, vous endort presque, mais vous n'avez quasiment pas de visualisation. Une fois le travail terminé, c'est-à-dire au bout de 30 minutes à peu près de travail, c'est-à-dire en tout une séance d'1 heure, sans compter l'anamnèse bien entendu, puisque l'anamnèse vous prend déjà 1 heure. Si on commence la transe hypnotique, à partir du moment où la personne s'allonge et vous commencez le Yes 7 jusqu'à la fin, vous comptez 60 minutes, donc 1 minute de Yes 7, on va dire 15 à 20 minutes d'induction, 2 minutes de dissociation et 30 minutes de travail. Il vous reste une dizaine de minutes pour pouvoir finaliser votre séance. À la fin du travail, il reste à faire revenir la personne. Revenir et réassocier, bien entendu. Pour la réassociation, moi, je l'inclus dans le retour. Je vous explique. Je vais compter de 1 à 5 en disant à la personne qu'à 5, elle pourra revenir et ouvrir les yeux à son rythme pour commencer cette nouvelle vie qui l'attend. Donc, voilà ce que je dis, mais bien entendu, chacun peut utiliser les mots qu'il veut. 1. Bravo. Bravo pour ce que vous venez de faire. Bravo pour avoir pris conscience de certaines choses. Bravo pour le bien que vous allez vous faire à vous et à ceux qui vous aiment. 2. Merci. Merci d'avoir eu le courage de changer les choses. Merci pour votre corps. Merci pour tous ceux qui vous entourent et qui vous sont précieux. 3. Désormais, chaque fois que vous voudrez fumer, par exemple,
À la place, vous respirerez profondément de l'air pur ou vous boirez un grand verre d'eau. Ça, ce sera à vous de décider quelle méthode vous allez utiliser. 4, et c'est là qu'entre en ligne de compte la réassociation. 4, vous sentez maintenant votre dos sur le matelas, votre tête sur l'oreiller, peut-être la lumière à travers vos paupières, peut-être l'air sur vos mains, vos bras. Voyez à quel point il est important d'accentuer le vôtre, contrairement à la dissociation où on parlait du le et du un. Quand je dirai 5, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Vous laissez 2 secondes. 5. Et là, vous allez prononcer une petite phrase, ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire le retour de la personne pour vous assurer que tout va bien. Moi, je dis « ça va ? Vous allez bien ?» Mais vous pouvez aussi demander ce que la personne a ressenti. C'est important pour qu'elle reprenne vie. Se réinstalle à votre bureau et vous allez faire la prescription de tâches, ce qu'on appelle l'ordalie. En fait, vous allez lui dire concrètement, consciemment, une partie de ce qu'il a entendu pendant la transe hypnotique. Par exemple, désormais, chaque fois que vous aurez envie de manger, de fumer, vous ferez ceci ou cela. Par exemple, vous boirez un grand verre d'eau, ou vous ferez du sport, ou vous détournerez votre attention, ou vous respirerez profondément. Plusieurs petites choses à faire, concrètes, précises, des actes simples, mais efficaces, qui vont aider la personne à résoudre sa problématique. Pendant la transe, il est utile, souvent, d'utiliser ce qu'on appelle les ancrages. Un ancrage, en fait, c'est quoi? C'est un stimuli qui est lié à un état de ressource. Le plus connu, c'est peut-être les chiens de Pavlov. En fait, Pavlov avait dressé des chiens pour saliver automatiquement dès qu'ils entendaient un bruit de gamelle, par exemple, ou quelque chose d'alimentaire. C'est souvent le cas d'ailleurs chez vous, si vous avez des animaux. Vous voyez qu'il suffit parfois de faire un petit bruit pour que les animaux arrivent très rapidement. Ça, c'est un ancrage. Pour l'être humain, eh bien, c'est la même chose, mais il faut utiliser des ancrages qui vont servir à la personne soit pendant la transe, soit dans sa nouvelle vie future. Les ancrages, eh bien, il y a plusieurs façons de les faire. Vous pouvez faire un ancrage sur vous-même ou un ancrage sur une personne. Vous dites à votre sujet de fermer les yeux, par exemple, et de penser à un moment très agréable de sa vie. Un moment où il était en sécurité, confortable, tranquille. Qu'il ressente tout ce qu'il y a à ressentir, qu'il voit tout ce qu'il a à voir, qu'il entende tout ce qu'il y a à entendre, qu'il s'imprègne complètement de ce moment tellement agréable. Au bout d'1 minute, vous pouvez dire à la personne, par exemple, de serrer le pouce et l'index, l'un contre l'autre, comme s'il faisait une bulle avec ses doigts, et de maintenir ses doigts serrés, tout en continuant à penser à ce moment agréable, à cet état de ressources positif. Au bout de 30 secondes, mais il n'y a pas de temps réel, vous pouvez dire à la personne de desserrer les doigts et de rouvrir les yeux. À ce moment-là, vous avez ancré dans cette personne quelque chose de positif, un état de ressources positif qui ressurgira systématiquement chaque fois qu'elle fera ce geste-là. Évidemment, un ancrage positif, je dirais simple comme celui-ci, doit être réancré chaque jour. Tous les matins, même plusieurs fois par jour, vous dites à la personne de refaire ce geste et de faire remonter en lui cet état de ressources positives. À chaque fois qu'il en a besoin, chaque fois qu'il sera dans un moment d'incertitude, de stress, vous verrez, cela va aider l'inconscient à
se calmer et à retrouver une certaine sérénité. Ça, c'est un auto-ancrage. Bien entendu, au lieu de ce geste, la personne peut faire n'importe quel geste. Celui-ci, celui-ci, tout ce qu'il veut. L'important, c'est que ce soit un geste facile à reproduire et discret. Et puis, il y a l'ancrage que vous allez faire en tant que thérapeute sur votre consultant. Cet ancrage positif, c'est vous qui allez le faire de la même façon que la personne peut se faire un auto-ancrage. Donc, vous lui demandez de penser à un moment très agréable de sa vie. Par exemple, mais cela peut être autre chose, un moment de sécurité, un moment de confort très particulier, un moment où il brillait par sa personnalité ou par sa réussite. À partir de ce moment-là, la personne pense, rêve, visualise intensément ce moment. Vous l'aidez en lui disant d'écouter ce qu'il y a à entendre, de voir ce qu'il y a à voir, de ressentir les choses. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Avec qui? Une fois que la personne, on va dire au bout d'une minute, est vraiment complètement dans ce moment, vous pouvez poser une encre. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez poser votre main sur son poignet et vous la laissez maintenue pendant 20 secondes. Ainsi, c'est vous qui créez l'ancrage. Bien entendu, n'oubliez pas qu'avant de toucher la personne, il faut la prévenir. Vous allez lui dire « Maintenant, je vais poser ma main sur votre poignet afin d'ancrer en vous cet état de ressources positif. » L'inconscient comprend parfaitement ces mots et vous posez la main. Au bout de 20 secondes, vous pouvez l'enlever sans rien dire. L'ancrage est fait. Dans cette main-là, vous avez un ancrage positif. Chaque fois que vous en aurez besoin, pendant la transe hypnotique, pendant le travail, vous pourrez, à tout moment, reposer votre main sur le poignet du consultant pour qu'il retrouve instantanément ce moment de bien-être. Par exemple, dans une situation difficile. Vous pouvez aussi poser des ancrages négatifs. Pourquoi pose-t-on des ancrages négatifs? En fait, tout simplement pour les désactiver. Je vais vous montrer comment faire. Vous posez d'abord un ancrage positif, comme on l'a fait. Pensez à un moment très agréable de votre vie. Je vais poser ma main sur votre poignet. J'attends 20 secondes. J'enlève ma main. Vous avez l'ancrage positif. Maintenant, vous allez poser un ancrage négatif. Par exemple, si la personne se sent mal à l'aise dans un ascenseur, claustrophobe, vous allez lui faire imaginer qu'elle est dans cette situation difficile. Vous êtes dans un ascenseur, vous sentez une appréhension, vous n'êtes pas bien, vous pouvez lui dire de ne prendre que 20% des émotions, car certaines personnes phobiques peuvent vraiment faire une crise pendant l'hypnose. L'inconscient comprend tout à fait ce qu'il est capable de faire. Et pendant que la personne ressent cet état de ressources négatif, vous allez ancrer cet état négatif. Bien sûr, ancrez-le à un endroit qu'il n'a pas l'habitude de toucher. Par exemple, l'oreille. Vous allez toucher son oreille en lui précisant que vous allez poser un ancrage sur son oreille afin de garder pour vous cet état de ressources. Vous posez l'ancrage pendant 10 secondes. Ancrage négatif doit être moins long que l'ancrage positif. Et vous relâchez l'oreille. Ainsi, là vous avez l'ancrage positif et sur l'oreille du consultant, l'ancrage négatif. Vous allez faire ce qu'on appelle un transfert d'état de ressources. Vous allez faire passer un état de ressources positif vers un état de ressources négatif. C'est-à-dire, vous allez supprimer un ancrage négatif par un ancrage positif. Voilà comment faire. Vous dites à la personne, maintenant, je vais vous demander de retourner dans cet ascenseur. Vous sentez que c'est difficile, vous respirez profondément. Vous sentez comme un mal-être, bien sûr, et cette peur vous envahit, mais je vous demande de ne prendre que 20% des émotions. Pendant ce temps-là, sans lui dire
vous pincez légèrement son oreille pour réactiver l'ancrage négatif. Puis, tout en continuant à maintenir l'ancrage négatif, vous allez lui poser l'ancrage positif. Les deux à la fois. Mais vous allez tenir plus longtemps l'ancrage positif en lui disant « Maintenant, étonnamment, vous sentez que quelque chose vous aide à tenir, à vous sentir mieux, plus en sécurité dans cet ascenseur. Comme si l'ancrage positif que nous avons fait tout à l'heure, cet état de ressources positives, vous aidait considérablement à vous sentir mieux, plus en sécurité, à vaincre peut-être cette peur. Au bout de 10 secondes, vous enlevez l'ancrage négatif et au bout de 20 à 30 secondes, vous enlevez l'ancrage positif. Vous pouvez après demander au sujet si cela l'a aidé, s'il s'est senti plus rassuré, mieux dans cet ascenseur. Pour cela, il y a deux possibilités. Première possibilité, vous le faites parler. Parfois, certaines personnes sont en transe assez profonde. Donc évidemment, elles ont du mal à articuler et il est plus facile de leur demander de faire un signe. C'est ce qu'on appelle le signaling. C'est-à-dire que vous allez demander à la personne, par exemple, de vous faire un signe avec l'index de la main droite ou de la main gauche pour vous répondre oui. Exemple. Avez-vous le sentiment que ce que nous venons de faire vous a aidé et vous êtes-vous senti un petit peu plus rassuré dans cet ascenseur depuis que nous avons travaillé sur ces états de ressources? Si oui, merci de me faire un signe avec de lever, par exemple, l'index de la main droite. Vous attendez. Si la personne bouge l'index, c'est parfait. Si elle ne le bouge pas, eh bien vous allez recommencer. Et vous lui dites, nous allons recommencer. On recommence. Vous lui posez l'ancrage négatif en lui disant qu'elle est dans l'ascenseur. Et vous lui posez l'ancrage positif en lui disant qu'elle va mieux, qu'elle se sent mieux et qu'elle peut prendre toutes ses ressources, toute cette sécurité en elle pour se sentir mieux. Ensuite, par un signaling, vous lui redemandez quelle est son impression, son sentiment. En général, au bout de plusieurs fois, vous verrez que cela s'améliore nettement. Ce signaling peut être fait au dernier moment, comme je viens de le faire, c'est-à-dire que pendant la transe, vous dites à la personne, eh bien, pour me répondre, vous n'aurez qu'à lever l'index de la main droite. Mais il peut aussi être formalisé, c'est-à-dire être prévu à l'avance pendant l'anamnèse. Donc vous allez dire à votre sujet, eh bien, lors de la transe hypnotique tout à l'heure, je vais vous poser un certain nombre de questions. Pour me répondre, vous n'aurez pas besoin de parler, il vous suffira tout simplement de me faire un signe ou de lever l'index de la main droite. Ainsi, la personne le sait déjà et vous n'aurez pas besoin de le lui rappeler pendant la transe hypnotique. Les métaphores sont un élément très important dans la constitution d'un script. L'inconscient, je vous l'ai dit, a à peu près 6 ans d'âge mental, donc il adore les contes de fées. Et les contes de fées sont évidemment les reines des métaphores. Il y a plusieurs types de métaphores. Il y a la métaphore ouverte et la métaphore fermée. La métaphore ouverte, le sujet définit la fin de l'histoire. Dans la métaphore fermée, c'est vous qui inventez la fin de l'histoire. En général, c'est souvent le cas si vous voulez mener votre consultant vers le but que vous souhaitez pour lui. Et puis, il y a les métaphores de surface et les métaphores cachées. Une métaphore de surface, c'est une métaphore évidente, facile à comprendre. Une métaphore cachée, c'est une métaphore difficile, que peut-être même le sujet ne comprend pas, mais que l'inconscient comprend. Je vais vous donner des exemples. Un exemple de métaphore de surface, c'est-à-dire facile à comprendre. Si vous dites à la personne, maintenant, vous allez vous trouver dans un jardin, et sur votre gauche, il y a une fontaine, terne, triste, grise. Et sur votre droite, une autre fontaine, cristalline, magnifique, très attirante.
Déjà, vous avez compris qu'à gauche, c'était plutôt négatif et qu'à droite, c'était plutôt positif. Mais si vous lui dites de s'approcher vers la fontaine de gauche et de regarder dans l'eau sale et de regarder son destin, son futur négatif, c'est une forme de métaphore, la fontaine, mais c'est très clair. Elle sait que dans la fontaine terne et triste, elle verra son futur négatif, alors que, après, dans la fontaine cristalline, elle verra son futur positif. C'est une sorte de miroir, un peu comme dans les contes de fées, où l'on peut voir ce qui va se passer dans le futur. Ça, c'est une métaphore claire et ouverte. Ou par exemple, une autre métaphore, vous imaginez un petit enfant. Ce petit enfant va apprendre à marcher. Il est petit, il ne tient pas encore bien debout. Donc, ses parents vont le relever. Il va retomber. Les parents vont le relever. Il va retomber encore et toujours. Et on va l'aider à se relever. C'est une métaphore très importante, parce que cela prouve qu'un jour ou l'autre, cet enfant tiendra debout tout seul. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Tous les enfants doivent savoir marcher. Donc, quoi qu'il arrive, les parents le relèveront toujours. Cette métaphore est importante pour faire comprendre à votre sujet que s'il insiste, que s'il continue dans la bonne direction, il va gagner un jour, quoi qu'il arrive. La métaphore profonde, par exemple, se rapproche beaucoup des contes de fées. Imaginons que vous fassiez visualiser à votre sujet qu'il est un chevalier et qu'il court au galop dans la forêt, et que tout d'un coup, il y a une rivière devant lui, et qu'il faut qu'il trouve une solution pour passer cette rivière, qu'il trouve des éléments, un peu comme dans les jeux vidéo. Chaque élément ayant une définition par rapport aux difficultés de son caractère. Cela peut être le manque d'endurance, la timidité, la peur de l'autre, ou peut-être quelque chose d'aidant comme la volonté d'y arriver, l'ego, l'orgueil, etc. Vous n'êtes pas obligé de nommer tous ces noms. Par exemple, il peut imaginer qu'il va utiliser des rochers les uns après les autres, de plus en plus gros, pour traverser la rivière. Automatiquement, l'inconscient, puisque vous résolvez une problématique particulière, va comprendre que cette rivière, c'est une difficulté à affronter et qu'il faut trouver des éléments, peut-être dans le réservoir de ressources, pour vaincre ce passage. Ça, c'est une métaphore cachée, et pourtant, l'inconscient la comprend et résolve intérieurement son problème sans même que le sujet en ait vraiment conscience. Le Milton Model, on l'a vu, c'est vraiment très important parce que c'est ce que vous devez faire tout au long de la séance, pendant l'anamnèse, pendant la transe et même pendant l'accueil et quand vous quittez la personne. Donc, on a vu qu'il y avait des liaisons simples, c'est-à-dire des mots simples. Maintenant, alors, vous avez des liaisons plus complexes qu'on appelle des doubles liens, par exemple. Mais ça, ce sont vraiment des choses que vous utiliserez comme une boîte à outils uniquement quand vous en aurez besoin. Je vous invite à suivre nos formations où vous apprendrez en détail à utiliser toutes ces liaisons, double lien, de cause à effet, les liaisons simples évidemment. C'est assez complexe, donc je crois que déjà si vous utilisez des liaisons simples et alors maintenant, alors que vous obtiendrez déjà des très bons résultats. Dans le Milton Model, il y a deux choses essentielles. Première chose, c'est le saupoudrage. Il est très important de saupoudrer les mots et même les gestes, la façon dont vous parlez. Le saupoudrage, c'est s'interrompre sur les mots-clés et laisser un silence avant et après les mots essentiels. Exemple, si je vous dis « Vous marchez sur la plage, vous êtes bien, tranquille, vous regardez la mer et le soleil, il fait beau, vous entendez les oiseaux et peut-être qu'il y a des nuages au-dessus de votre tête. » Bon, c'est une belle phrase, c'est formidable, mais cela ne vous permet pas de visualiser. D'abord, je vais trop vite et ensuite, je ne saupoudre pas, c'est-à-dire que je n'accentue pas les mots-clés. Maintenant, je vais saupoudrer les mots importants. Vous marchez sur une plage et peut-être que vous voyez le soleil et la mer en face de vous, cette mer bleue, et des vagues légères qui viennent et qui vont. Et vous marchez tranquillement dans le sable chaud. C'est agréable, cette sensation. Vous voyez immédiatement la différence.
Il est très important de saupoudrer. Vous pouvez faire un saupoudrage auditif, c'est-à-dire ce que je viens de faire, accentuer des mots. Mais vous pouvez aussi faire un saupoudrage visuel, en parlant. Les hommes politiques sont très brillants pour cela. Par exemple, bravo, victoire, saupoudrage auditif et visuel. Et vous avez aussi le saupoudrage kinesthésique, moins utilisé évidemment en hypnose ericksonienne. Par exemple, les pays latins en sont très friands. Bravo, félicitations, c'est formidable. Ça, ce sont des saupoudrages qui parfois aussi servent d'ancrage. Donc le saupoudrage, c'est vraiment la base de la façon de parler d'un hypnothérapeute en hypnose ericksonienne. Il faudra apprendre à saupoudrer. Et là, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Le mieux, c'est de s'entraîner en formation, bien sûr, avec les autres, mais aussi tout seul, chez soi, jusqu'à ce que vous ayez vraiment compris et assimilé votre façon à vous de saupoudrer et de parler et de donner les mots. Il n'est pas nécessaire d'avoir une voix grave, mais c'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un d'entrer en transe hypnotique au son d'une voix un peu grave que d'une voix aiguë. Ce n'est pas vraiment utile d'avoir une voix très grave, vous n'êtes pas obligé de parler comme ça et de saturer vos cordes vocales, parce que vous ne tiendrez pas longtemps. Par contre, il me semble important d'avoir une voix posée, un petit peu plus grave que la normale, et surtout pas une voix suraiguë, car sinon votre sujet n'arrivera pas vraiment à se mettre en transe hypnotique. Le saupoudrage, c'est essentiel. En fait, saupoudrer, vous voyez, c'est un peu comme saupoudrer du sel sur un plat. C'est-à-dire ajouter quelque chose, du piquant. C'est du subliminal, mais c'est très important. Saupoudrer, ça veut dire accentuer par la parole certains mots, mettre des silences avant et après certains mots, comme je le fais en vous parlant en ce moment. J'accentue le mot « moment » ou le mot « accentue ». Cela vous permet d'être plus à l'écoute de mon récit, d'être plus captivé par ce que je dis. En plus, comme je parle un peu avec les mains, je mets du saupoudrage visuel, je fais des gestes qui accompagnent mes mots. En fait, c'est comme une sorte de mise en gras, comme si vous écriviez les mots en majuscules ou en gras, de façon à ce que votre interlocuteur soit plus attiré par ces mots-là. Et donc, cela augmente considérablement la visualisation. Imaginons, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer, d'écouter le texte que je vais vous dire. Si je vous dis, vous êtes sur un chemin, vous marchez tranquillement et vous regardez la mer qui est en face de vous, vous avez des arbres sur votre gauche et des arbres sur votre droite, et devant vous, il y a un dauphin qui plonge, et c'est très agréable de voir ce dauphin. Vous vous sentez bien, vous êtes content. Vous m'écoutez, mais vous ne ressentez pas vraiment quelque chose de puissant. Vous n'avez pas de visualisation complète de ce que je vous dis. Je ne vous captive pas. À la limite même, cela pourrait être de l'induction. C'est-à-dire que, à force, si je continuais comme cela pendant plusieurs minutes, cela aurait un effet soporifique. L'importance du saupoudrage, c'est justement d'éviter cela. Ce n'est pas de l'induction, c'est l'inverse. Vous devez captiver la personne. L'induction sert à mettre en transe, à endormir. Mais le saupoudrage sert à tenir en haleine la personne qui est endormie, qui est en transe. Par exemple, je vais vous dire, vous marchez sur la plage. Devant vous, il y a la mer bleue. À votre gauche, il y a un arbre. À votre droite, il y a un autre arbre. Devant vous, il y a un dauphin qui nage. Magnifique. C'est tellement beau. Voyez comme je saupoudre certains mots. C'est-à-dire que je m'arrête sur certains mots. Voyez comme j'augmente l'intensité intérieure de ce que je dis. Ce qui compte, ce n'est pas de crier, de parler fort. Ce qui compte, c'est de donner un mouvement aux mots. Quelque chose qui vient de l'intérieur. Quelque chose de magnifique. Quelque chose qui vous fait du bien. Voyez comme je saupoudre. C'est essentiel pour parler le langage d'un hypnothérapeute. C'est ce qui va permettre la visualisation complète de l'inconscient. Sans saupoudrage, ce sera de l'induction.
Ce sera sympathique, mais la personne aura du mal à vous suivre. Une autre chose importante dans le Milton Model, ce sont les histoires encastrées. Les histoires encastrées sont très importantes. Chaque fois que vous regardez une série télévisée, il y a des histoires encastrées. À quoi servent les histoires encastrées? Elles servent à pouvoir raconter plusieurs histoires sans les faire durer dans le temps. Exemple, si vous regardez une série télévisée et que vous voyez un voleur qui cambriole une banque et qui s'enfuit avec sa voiture. Ensuite, vous voyez un policier qui arrive à la banque et qui découvre ce qu'a fait le malfrat. Puis, au bureau, vous voyez d'autres policiers qui travaillent sur leur ordinateur pour essayer de trouver des informations sur cette personne. Imaginons qu'il n'y ait pas d'histoire encastrée. C'est-à-dire que toutes les histoires se continuent. Le film serait sans fin et durerait des jours et des jours, puisque vous verriez le malfrat continuer à s'enfuir avec sa voiture, et le policier arrivant de chez lui, puis continuant à la banque, puis revenant au bureau. Ce n'est pas possible. Les histoires encastrées, c'est ce que nous utilisons également dans les scripts. Par exemple, si je vous dis, imaginez que vous êtes dans une prairie, que vous marchez, et qu'il y a devant vous une grande montagne, très haute. Au sommet de cette montagne, des gens fêtent un événement, et ils vous attendent chaleureusement pour vous accueillir. Pendant ce temps-là, vous êtes toujours dans la prairie, et devant vous, il y a une montgolfière. Vous allez monter dans la montgolfière. Allez-y. Enjambez la nacelle et montez. Vous allez lâcher du lest, et la montgolfière commence à monter. Pendant ce temps-là, sur la montagne, les gens vous aperçoivent en train d'arriver. Et ils applaudissent. Ils sont heureux de vous recevoir. Enfin, vous arrivez. Vous vous posez. Tous les gens viennent vous saluer. Voyez bien que là, il y a deux histoires, deux points de vue différents. C'est indispensable pour rendre l'histoire vivante et nous l'utilisons tout au long des scripts en hypnose. Quand vous serez aguerri et après plusieurs formations, peut-être même une formation de maître praticien, vous pourrez vous-même construire vos propres scripts et inventer des histoires encastrées. Enfin, dans le Milton Model, une chose importante, c'est le temps des verbes. Pour un hypnothérapeute, et donc pour un inconscient, le passé représente le négatif, et le présent et le futur, le positif. En effet, en général, votre sujet vient pour résoudre une problématique liée à son réservoir de ressources et donc au passé, grâce à la force qu'il va puiser dans le futur, voire même dans le présent. C'est important de garder ces notions en tête. Il y a bien sûr d'autres choses comme les distorsions, les omissions, être indirectement direct, sont des choses complexes que vous verrez lors d'une formation de praticien en hypnose ericksonienne et que vous pourrez approfondir. Mais déjà, avec ce que vous savez sur le savoir-être ericksonien, vous avez de très bonnes bases. Dans le langage du praticien, il y a deux choses à éviter, deux mots, deux façons de parler. Première chose, je vous l'ai déjà dit, la négation, le ne n'est pas entendu par l'inconscient. Si vous dites à quelqu'un « ne fumez pas », consciemment, cela n'empêchera nullement la personne de fumer. D'ailleurs, il entendra plutôt fumer, ce qui, en général, l'incitera plutôt à aller fumer une cigarette. Donc, le ne fonctionne pas, parce que l'inconscient n'en tient pas compte. Par contre, si c'est pour indiquer une direction pendant le travail, par exemple, si la personne est sur une route et que vous lui dites « pour l'instant, ne prenez pas cette route-là, mais prenez celle-ci », bien sûr, l'inconscient comprend tout à fait que là, ce n'est pas un ordre qu'on lui donne, ce n'est pas une façon d'être, c'est juste une indication géographique, donc là, le nœud est facilement accepté. C'est là toute la subtilité de la chose. Donc, la négation, il faut éviter de l'utiliser quand vous demandez à la personne impérativement de faire quelque chose. Ne fumez pas, ne buvez pas d'alcool, ne mangez pas, ne pensez pas à ceci, ne vous laissez pas aller, etc. Tout cela ne fonctionne pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle le grand annulateur, le « mais ». Le « mais », s'il est mal utilisé, et il est souvent, très souvent utilisé et mal dans notre société, le « mais » va détruire une grande partie de tout le travail que vous avez fait.
Si vous dites à quelqu'un de votre entourage « Je t'aime bien, mais… » Le « mais » est très important, car la personne attend ce qu'il y a derrière. Et cela annule complètement ce qu'il y a avant, quel que soit ce que vous allez dire. Si vous lui dites « Je t'aime bien, mais j'aimerais que tu fasses ceci ou cela », l'inconscient ne retiendra que ce qu'il y a après le « mais », jamais avant. Vous comprenez? Le « mais » annule les phrases positives que vous pouvez dire avant. Par contre, vous pouvez utiliser le « mais » pour vous aider, si ce que vous dites avant est négatif. Exemple, c'est difficile d'arrêter de fumer, mais avec votre force et votre volonté, vous allez y arriver. Vous voyez, vous retournez la situation à votre avantage. Et encore mieux que le « mais », il vaut mieux dire « et ». J'aime ce que vous faites et j'aimerais que vous continuiez à le faire de la même façon. Au début de l'induction, la personne va donner des signes de transe. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se mettre en transe hypnotique et vous allez voir, comme je vous l'ai dit, peut-être des larmes physiologiques, peut-être un rougissement du visage, peut-être un bâillement, très souvent un déglutissement. Tout simplement parce que la personne se décontracte, il y a peut-être une petite angoisse et au fur et à mesure, le corps se relâche. Ça, ce que je viens de vous dire, j'appelle ça le calibrer. C'est-à-dire que je vais calibrer, je vais utiliser tous mes sens pour recueillir cette information. Je vais regarder, voir ce qu'elle fait, écouter si j'entends la respiration ou la déglutition, et peut-être avec le toucher, sentir quand je vais faire une induction que la personne a plus ou moins chaud ou froid. Cette calibration est très importante. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez le dire, vous allez dire à votre sujet ce que vous avez calibré. Cela s'appelle la ratification. Je calibre, je regarde, j'écoute, etc. Je ratifie, je le dis. Je vais vous donner un exemple. La personne est en induction, elle commence, vous faites votre induction. À un moment donné, votre sujet se met à déglutir. Vous allez lui dire, et pendant que vous déglutissez, signe que la transe s'approfondit. Ce que je viens de faire, c'est de ratifier à la personne ce que j'ai calibré. C'est très important, parce que d'abord, ça lui montre que vous vous intéressez à elle, que vous êtes synchronisé, connecté à elle. Et surtout, cela la détend. C'est comme un fusible, un garde-fou. Cela la décontracte. Elle se dit, bon, j'ai le droit, tout à fait le droit de déglutir, puisqu'il trouve ça normal, donc je le fais. Ainsi, la mise en transe se fait plus facilement. Bien sûr, vous l'aurez compris, ce DVD est une première approche, c'est un support important pour vous parce que nous avons abordé vraiment des bases importantes de l'hypnose ericksonienne. Rien ne vaut le coaching et le fait de faire une formation, de pouvoir se confronter aux autres et à soi-même. Dans d'autres DVD, nous abordons plus en détail certains points de cette formation. Par exemple, l'anamnèse. Vous allez assister à des anamnèses complètes et précises, puis des séances aussi complètes, avec notamment la partie que nous avons peu vue sur ce DVD, c'est la partie du travail. C'est-à-dire la partie où vous allez aider la personne à résoudre sa problématique inconsciente. Donc c'est vraiment cette partie de 30 minutes où la personne va arrêter de fumer, ou décider à commencer à mincir, ou améliorer quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Cette partie est très consistante, donc elle fera l'objet d'un DVD propre. Merci de m'avoir accordé votre temps. J'espère que ce DVD vous donnera envie d'aller plus loin dans ce merveilleux outil qu'est l'hypnose ericksonienne. Bien sûr, vous retrouvez d'autres DVD et toutes nos formations sur le site ifta.fr. Et puis, à très bientôt. Au revoir.